Mon père est Ismael Zambada Garcia. El Mayo est son surnom le plus courant. Mon père est le chef du cartel de Sinaloa. À cause du pouvoir, de l'argent, de la corruption, il y a malheureusement la jalousie d'autres personnes. Des gens qui vous envient et les problèmes commencent à surgir. Et c'est comme ça que les guerres débutent. Une de ces guerres éclatera entre Sinaloa et le cartel de Tijuana, coûtant la vie à des milliers de personnes sur plusieurs décennies, alors que quelques années auparavant, leurs chefs partageaient encore la même table. 1992, l'affrontement devient inévitable. La famille des Arellano Félix, solidement implantée à Tijuana, consolide rapidement sa domination sur les corridors stratégiques menant à la Californie. Elle met progressivement toute la ville dans sa poche pour monopoliser ce qu'on appelle une plaza. Les plazas sont des zones ou territoires à travers lesquels la drogue est trafiquée vers les États-Unis. Là-bas, les autorités et la police sont au service du chef qui en a la charge. Quiconque transporte de la stup à travers leur territoire sans autorisation risque de finir dans un sac noir. Pour maintenir le contrôle de cette zone extrêmement lucrative, les frères Arellano Félix investissent massivement dans la corruption, jusqu'à $1 million par semaine, afin d'acheter la protection des autorités gouvernementales et policières à tous les niveaux. De façon surprenante, El Chapo, l'un des principaux leaders de Sinaloa, défie ouvertement les frères Arellano Félix. Ils rejettent leurs taxes qu'ils considèrent injustes et recherchent activement des moyens de contourner leur contrôle. Impitoyable, El Chapo est entré à Tijuana sans la permission des propriétaires de la plaza pour faire passer de la drogue en Californie. C'est pour ça que sa guerre avec le cartel des Arellano Félix a commencé. El Chapo, malgré son intelligence tactique, n'aurait jamais pu, même avec l'aide de son allié Héctor Palma, affronter seul une organisation aussi puissante que le cartel de Tijuana. C'est dans cette impasse que surgit un allié inattendu pour El Chapo. Dans l'ombre du monde souterrain, Ismael Zambada Garcia, surnommé El Mayo, prend la décision cruciale de soutenir El Chapo. L'histoire prend ici un tournant fascinant, car El Mayo entretenait auparavant des relations étroites avec les frères Arellano. Pendant des années, il avait vécu à Tijuana et collaboré étroitement avec eux. Leur lien dépassait le simple cadre professionnel. Le frère aîné des Arellano était même le parrain de certains enfants de Mayo, témoignage d'une relation profondément personnelle. Pourtant, malgré ces liens sacrés, les Arellano, aveuglés par leur arrogance, exigent également qu'El Mayo leur verse une taxe. Bien qu'il aurait pu négocier un arrangement, son instinct remarquable lui fait percevoir le danger que représentent ses frères ambitieux. Leur désir d'étendre leur influence au-delà de Tijuana constitue une menace qu'il faut neutraliser avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Sinaloa, berceau du crime organisé mexicain, voit naître l'un des narcos les plus redoutables, Ismael El Mayo Zambada Garcia. Natif d'un petit village de 200 habitants dans la région de Culiacán, il est envoyé dans cette ville principale pour y faire ses études primaires, ses parents souhaitant lui assurer un meilleur avenir. L'enfance d'El Mayo, bien que marquée par une ambiance familiale chaleureuse, bascule tragiquement à ses 12 ans, avec le décès de son père. Contraint d'abandonner ses études secondaires, il doit contribuer à subvenir aux besoins familiaux. Dans le Triangle d'Or, région montagneuse où l'on cultive le pavot, fleur à l'origine de l'héroïne, depuis des générations, son oncle et d'autres membres de la famille étaient déjà impliqués dans ces activités. Mais à son retour au village, Mayo se contente encore de travaux agricoles légaux pour joindre les deux bouts. Après avoir enchaîné divers petits boulots, il s'installe à El Dorado, une ville en plein essor grâce à l'industrie sucrière. D'abord simple laveur de pneus des camions transportant le sucre, il devient ensuite chauffeur. Mais ses revenus modestes ne suffisent pas, et c'est alors que sa vie prend un tournant radical. Au début des années 1970, un Cubain nommé Antonio Cruz Vasquez, criminel aguerri passé par les États-Unis, arrive à Sinaloa à la recherche de fournisseurs de drogue. Leur relation dépasse rapidement le cadre des affaires.
Antonio épouse la sœur aînée de Mayo, scellant un lien familial et criminel indissoluble. La famille Zambada devient dès lors fournisseur d'héroïne pour le réseau de Vasquez, tandis que le jeune Mayo, à peine âgé de 20 ans, commence à exécuter des missions pour ce beau-frère qu'il considère comme un mentor. Après avoir établi ce partenariat stratégique, Vasquez retourne à Los Angeles pour suivre ses opérations. À Sinaloa, la stupe est méticuleusement conditionnée et expédiée dans des valises par voie aérienne via diverses escales, ou dissimulée dans les pneus de camions jusqu'aux États-Unis. Elle est ensuite distribuée à Los Angeles et Las Vegas par le réseau parfaitement organisé de Vasquez. C'est ainsi qu'El Mayo, à peine âgé de 20 ans, fait son entrée dans le trafic de stupes à grande échelle. Le succès est tel qu'en 1977, Mayo décide de franchir le pas et de s'installer à Los Angeles. Il y emmène sa première épouse, Rosario, son amour d'adolescence rencontré à Sinaloa, qu'il considère comme son joyau malgré les nombreuses compagnes qui suivront. C'est avec elle qu'il a eu Vicente, surnommé Vicentillo, son fils préféré, destiné à reprendre un jour l'empire paternel. Vicentillo n'est qu'un parmi la longue liste d'enfants qu'El Mayo a eu. Il ne s'est certainement pas reposé à ce niveau-là. El Mayo s'établit donc à Los Angeles avec sa famille. Mais à peine un an plus tard, la situation se complique pour Vasquez, qui ne cachait guère son train de vie ostentatoire, dilapidant des fortunes dans les casinos. Il finit par se faire arrêter par la police, compromettant une partie de leur réseau. C'est alors que le nom de Zambada apparaît dans les journaux. Les articles révèlent que la cam vient de l'entreprise familiale Vasquez Zambada. Cette publicité non désirée témoignait de leur position significative dans le monde souterrain. El Mayo a bénéficié d'une chance exceptionnelle. Les autorités américaines le considéraient comme un acteur mineur et n'ont jamais engagé de poursuite contre lui à cette époque. Cette négligence s'explique probablement par leur conviction erronée qu'il résidait au Mexique, alors qu'en réalité, il opérait à Los Angeles pendant 5 années consécutives, reprenant et développant le réseau établi par son beau-frère. Pour les cartels, Los Angeles était alors un centre névralgique presque aussi important que Sinaloa. C'était le carrefour logistique d'où partait la distribution vers les grandes métropoles américaines, véritable source des profits astronomiques du trafic. En stratégie méthodique, El Mayo rapatriait systématiquement ses gains vers son état natal. À Sinaloa, il investissait massivement dans l'immobilier, l'élevage et l'agriculture, érigeant les fondations d'un empire financier aux apparences parfaitement légales. Tous ses proches témoignent de son mode de vie discret. Sans ostentation ni excentricité, il cultivait l'anonymat et s'habillait comme un authentique ranchero, dédaignant les marques de luxe. À sa famille, il confiait qu'il ne bâtissait pas sa fortune pour vivre dans des palais, mais pour ne plus jamais connaître la pauvreté. Cette sobriété calculée explique comment il a pu échapper aux autorités pendant plus d'un demi-siècle, devenant une figure quasi mythique de la pègre. De retour à Los Angeles, El Mayo navigue entre les deux côtés de la frontière pour superviser son réseau de distribution. Stratège visionnaire, il prend la décision cruciale de s'établir à Tijuana en 1982, tout en maintenant des résidences dans plusieurs localités stratégiques. Il perçoit clairement les mutations du marché. L'ère de la coke s'impose, apportant des profits exponentiels, mais exigeant une logistique plus sophistiquée et, surtout, la construction d'alliances durables. Durant cette période, le Mexique vit une transformation décisive. À cette époque, le cartel de Guadalajara atteint son apogée. Bien que son nom évoque sa base opérationnelle, la majorité de ses membres sont originaires de Sinaloa. L'organisation s'est forgée une réputation de pionnier dans la collaboration avec les Colombiens, transformant le Mexique en plateforme de transit stratégique vers les États-Unis. La route du Pacifique, reliant Sinaloa à la Californie via Tijuana, devient un corridor privilégié pour acheminer la poudre colombienne, générant d'immenses profits pour les barons mexicains. Le cartel de Guadalajara fonctionnait comme une fédération regroupant divers caïds régionaux.
Malgré des tensions occasionnelles, leur alliance perdurait, principalement sous l'influence de Miguel Félix Gallardo, cofondateur et figure dominante, surnommé le Parrain. Dans ce milieu où tous se connaissent, chacun cherchait à profiter du commerce florissant de stupes. Leur mission se décompose en 2 étapes essentielles. Réceptionner la marchandise colombienne sur le sol mexicain, puis l'acheminer jusqu'à la frontière américaine, où les Colombiens reprennent ensuite la main sur la distribution et la vente. El Mayo, qui possédait déjà une infrastructure de transport pour la CAM, s'intégra naturellement dans ce système. Tout en préservant l'indépendance de son groupe, il collaborait étroitement avec l'organisation de Miguel. C'est d'ailleurs dans cette même structure que commencent à graviter de futurs poids lourds du narcotrafic, tels que El Chapo et Héctor Palma. Comme c'est souvent le cas, les affaires fleurissent sans accroc, jusqu'à ce que le groupe de Guadalajara commette l'irréparable en liquidant Kiki Camarena, agent de la DEA. Cet événement déclenche un scandale international et provoque la fureur des États-Unis, qui lancent une vaste opération de représailles. Les principaux associés de Miguel tombent les uns après les autres, tandis que le Parrain lui-même, grâce à son réseau d'influence politique, parvient à conserver sa liberté pendant quelques années supplémentaires. C'est dans ce contexte de chaos que le nom d'El Mayo commence à émerger dans les rapports officiels. Selon les documents des années 80, El Mayo collaborait étroitement avec Miguel. Sur ses ordres de Miguel, El Mayo dirigeait une organisation de trafic de drogue basée à Culiacán, avec une influence sur la côte pacifique. Il entretenait des liens avec le soi-disant cartel de Medellín. Sans surprise, après l'exécution de l'agent de la DEA, les médias mexicains ont commencé à s'intéresser de près aux liens entre Miguel et Mayo Zambada. Cette exposition médiatique a également des répercussions sur le petit frère d'El Mayo, connu sous le pseudonyme El Rey. À l'inverse de son aîné, Rey aspirait à une vie ordinaire. Mais à Culiacán, Sinaloa, il est difficile d'échapper à l'ombre d'un frère déjà craint dans le monde souterrain. Malgré ce fardeau, il tente de tracer sa propre voie en poursuivant des études de comptabilité. Brillant, il gravit rapidement les échelons et décroche, à peine dans sa vingtaine, un poste de direction dans une entreprise respectable de Mexico. Tout bascule lorsque l'affaire de l'agent de la DEA fait ressurgir le nom Zambada dans la presse. Ses collègues, intrigués, l'interrogent sur un possible lien de parenté. Contraint d'admettre la vérité, Rey voit la confiance de l'entreprise s'éroder malgré ses compétences indéniables en comptabilité. La mauvaise publicité associée à son nom finit par lui coûter son poste. Face à cette impasse professionnelle, son frère El Mayo lui tend la main, lui proposant d'examiner les comptes de son organisation. Soupçonnant certains associés américains de détourner des fonds, il lui confie l'examen minutieux de ses comptes. Rey met à profit son talent de comptable, il élabore un système clair pour tracer l'argent et identifie sans peine les responsables des vols. Progressivement, ses responsabilités s'étendent jusqu'à la gestion complète de la logistique du réseau. Selon les témoignages ultérieurs d'El Rey, l'infrastructure de son frère transportait des quantités si importantes de coke que Miguel l'a sollicité pour sauver son empire. Ce dernier se trouvait menacé suite à l'arrestation de ses principaux associés après l'affaire de l'agent de la DEA, Kiki Camarena. Grâce à son réseau logistique, El Mayo assure le passage des cargaisons vers les États-Unis et, surtout, en profite pour établir ses propres relations directes avec les cartels colombiens. Pendant ce temps, dans la structure de Guadalajara en plein déclin, un autre groupe gagne en puissance. Les frères Arellano Félix, qui consolident progressivement leur contrôle sur Tijuana, désormais considérée comme une position stratégique clé pour tout le trafic transfrontalier. « 230 millions de dollars de bénéfices annuels, voilà ce que les frères Arellano Félix auraient engrangé grâce à leur système de taxation imposé à tous les trafiquants traversant Tijuana vers les États-Unis. Opérant comme une véritable douane parallèle, ils contrôlaient l'un des corridors les plus lucratifs de la frontière américano-mexicaine. Pourtant, avant cette ascension fulgurante, ils n'étaient que de modestes opérateurs dans la hiérarchie.
revenons en arrière. Dans cette famille nombreuse, Benjamin occupe le rôle de leader, secondé par son frère Ramon, plus violent et imprévisible. Contrairement à d'autres figures majeures originaires de Sinaloa, les Arellano Félix n'ont pas grandi dans la pauvreté. Leur premier pas dans le crime s'oriente vers la contrebande d'appareils électroniques et de vêtements, activité encore marginale, jusqu'à leur installation à Guadalajara. C'est là que Benjamin croise la route de Javier Caro Payan, surnommé El Doctor, cousin de Rafael Caro Quintero, l'un des cofondateurs du cartel de Guadalajara. Dans ce milieu, l'intégration de proches et de membres de la famille est monnaie courante. Il s'avère qu'El Doctor était alors responsable des opérations à Tijuana pour le cartel. En effet, comme expliqué précédemment, l'organisation de Guadalajara était composée de différents chefs régionaux qui opéraient tous dans des zones stratégiques pour superviser la logistique. Il faut comprendre que dans une seule région coexistaient de nombreux caïds qui tantôt collaboraient, tantôt s'affrontaient. Tous ne faisaient pas partie de l'organisation de Guadalajara, mais la violence n'était pas aussi répandue à cette époque qu'elle l'est aujourd'hui. En tout cas, la rencontre entre Benjamin et El Doctor porte ses fruits, et Benjamin est absorbé dans la structure en tant que secrétaire puis lieutenant, supervisant les affaires quotidiennes. Il s'installe à Tijuana, où son frère Ramon, le plus violent de tous, les rejoint également, ainsi que le reste de la famille. Examinons en détail les débuts financiers des frères Arellano dans les années 80. En 1984, Everardo Arturo Paez, surnommé El Kitty, opère comme trafiquant d'herbe de niveau intermédiaire aux États-Unis. Il coordonne chaque semaine 4 à 5 livraisons d'environ 100 kilos chacune, acheminant la marchandise de San Diego vers Los Angeles, véritable plaque tournante de la distribution américaine. Son efficacité attire l'attention et il est convoqué à Tijuana pour rencontrer ses supérieurs. Dans ce milieu compartimenté, où l'anonymat est primordial, les exécutants ignorent généralement l'identité de leur véritable commanditaire. Début 1985, à Tijuana, El Kitty rencontre 2 jeunes hommes à l'allure distinguée, Benjamin et Ramon Arellano Félix, alors encore simple lieutenant d'El Doctor. Ayant gagné leur confiance, ils se voient confier la responsabilité de rapatrier mensuellement depuis les États-Unis jusqu'au quartier général de Tijuana environ 2 millions de dollars de bénéfices issus de la vente d'herbe. Une performance notable pour ces criminels encore loin d'être considérés comme des barons. Durant cette période, l'organisation de Tijuana réussit à corrompre un inspecteur du service d'immigration américain qui facilite le passage clandestin de cargaisons à la frontière. Suite à des renseignements, les autorités commencent à surveiller ce fonctionnaire corrompu. Le gang de Tijuana met alors en place un système ingénieux. Un guetteur posté sur une colline avec des jumelles signale aux chauffeurs transportant la stupe quel guichet est tenu par leurs complices, leur permettant de s'orienter vers le passage sécurisé. L'inspecteur ferme les yeux sur environ 70 chargements, empochant au passage plus d'1 million de dollars de pots de vin. Les enquêteurs américains l'identifieront plus tard comme un maillon essentiel d'une opération ayant permis l'acheminement de plus de 100 tonnes d'herbe sous la direction d'El Doctor. En 1987, l'opération s'effondre. L'inspecteur est condamné à 17 ans de prison et une grande partie du réseau, qui s'étendait jusqu'au Canada, est démantelée, y compris l'arrestation d'El Doctor lui-même. Suite à cette vacance de pouvoir, les frères Arellano Félix reprennent naturellement les commandes des opérations, forts de l'expertise accumulée au fil de leurs années dans le milieu. Bien qu'ils gagnent en autonomie, ils continuent d'opérer sous l'égide du cartel de Guadalajara, maintenant une relation privilégiée avec Miguel. Quant à El Kitty, il s'impose comme un lieutenant de confiance aux côtés des frères, développant particulièrement une amitié solide avec Ramon. Il faut comprendre qu'une grande ville comme Tijuana ne constituait pas un territoire exclusif. Les bénéfices colossaux générés par sa position stratégique vers les États-Unis attiraient inévitablement plusieurs caïds.
Parmi ces figures locales, 2 hommes dominaient déjà les coulisses du pouvoir. Jesus Labra Aviles, surnommé El Shui, et Manuel Aguirre Galindo. Ces vétérans, véritables cerveaux financiers, disposaient d'un solide réseau dans les milieux économiques et politiques. Selon le bureau du procureur général de la République, El Shui, présenté comme l'oncle des frères Arellano, aurait non seulement facilité leur expansion, mais aussi assuré leur intégration en les accueillant dès leur arrivée à Tijuana, quelques années plus tôt. Ces stratèges préféraient rester dans l'ombre, laissant aux frères Arellano la gestion des opérations quotidiennes et surtout le contrôle des corridors frontaliers. Cette alliance stratégique s'est développée en un partenariat durable et lucratif, évoluant jusqu'à la création d'un véritable conseil des chefs. Cette structure décisionnelle, composée de différents membres influents, se réunissait pour statuer sur les questions cruciales: ouverture de nouvelles routes, diversification des activités et, dans un registre plus sombre, l'élimination des rivaux, jugés trop dangereux. Il est important de rappeler qu'à cette même période, El Mayo, qui supervise déjà un vaste réseau d'opérations dans plusieurs régions, prend la décision stratégique d'installer sa famille au cœur même de Tijuana. Cette ville frontalière devient le théâtre d'une alliance significative avec Benjamin, développant une collaboration professionnelle si étroite que leurs familles respectives entretiennent des relations personnelles privilégiées. Vincentillo, le fils d'El Mayo, en témoigne dans ses écrits. À cette époque, la plupart d'entre eux étaient associés et compères de mon père. Je les voyais très souvent quand je vivais là-bas dans les années 80. Javier Arellano Félix, Francisco Arellano Félix, Ramon Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix. C'est avec eux que j'avais le plus de contacts. L'organisation d'El Mayo fonctionnait avec une efficacité redoutable. Son réseau disposait d'une infrastructure sophistiquée pour réceptionner et acheminer les cargaisons depuis Sinaloa, le long du littoral pacifique, jusqu'à Tijuana. Dans cette ville frontalière stratégique, les frères Arellano excellaient dans l'art de la contrebande, un savoir-faire qui les distinguait de tous les autres opérateurs. Le système opérait avec précision. Les hommes de Mayo livraient la coke dans des entrepôts à Tijuana, puis les opérateurs des Arellano prenaient le relais pour l'emballage et l'acheminement jusqu'à Los Angeles, où les représentants d'El Mayo récupéraient la marchandise. Cette prestation coûtait à Mayo entre 1000 et 1200 $ par kilogramme. Une somme astronomique lorsqu'on considère que des tonnes de produits franchissaient régulièrement la frontière grâce à ce circuit. Au fil du temps, les frères Arellano ont consolidé leur position et gagné en influence. Cette ascension leur a permis de développer leur propre réseau d'importation et de distribution de poudre blanche visant une autonomie accrue. Parallèlement, ils continuaient d'offrir leurs services aux autres membres de l'organisation de Guadalajara pour le transit transfrontalier, prélevant une commission substantielle grâce à leur position géographique privilégiée. Il est essentiel de comprendre que tous les opérateurs de l'organisation de Guadalajara, notamment les frères Arellano, Héctor Palma et El Chapo, collaboraient stratégiquement pour acheminer leurs produits vers les États-Unis. Au-dessus d'eux se trouvaient plusieurs associés influents, dont Amado Carrillo Fuentes, qui coordonnait certains de ces opérateurs, tout en leur laissant une relative autonomie avec leur propre réseau et territoire. La relation privilégiée entre Amado et El Mayo mérite d'être soulignée, caractérisée par une amitié solide et un soutien réciproque constant. Concernant les dynamiques entre ces acteurs, El Chapo entretenait depuis le début de sa carrière des relations tendues avec les frères de Tijuana. Ces antagonismes, initialement mineurs, ont connu un tournant décisif fin des années 80, entre 1988 et 1989 selon les sources, marquant le début d'un conflit majeur. Armando López, surnommé El Rayo, originaire de Sinaloa, opérait également pour le cartel de Guadalajara. Associé de longue date d'El Mayo, il entretenait surtout une relation fraternelle avec El Chapo. Ensemble, ils géraient principalement la réception des cargaisons arrivant de Colombie par voie aérienne. L'incident critique est survenu lors d'une fête à Tijuana. Les témoignages divergent sur l'occasion. Certains évoquent l'anniversaire d'El Mayo, d'autres le baptême d'une fille de Benjamin.
El Rayo, en état d'ébriété, a provoqué une altercation après s'être vu refuser l'entrée. La situation était compliquée par des tensions préexistantes. El Rayo nourrissait apparemment des sentiments pour Enedina, la sœur des Arellano, et ses avances répétées exaspéraient les frères, qui la destinaient à un homme d'un statut social plus élevé. À la fête, alerté par la dispute, Ramon, le plus violent des frères, est sorti et reconnaissant El Rayo, l'a exécuté d'une balle dans la tête sans sommation. Le corps a été abandonné sur une route isolée et, selon certaines sources, les hommes de Ramon ont également éliminé des membres de la famille d'El Rayo pour prévenir toute vendetta. Bien qu'El Rayo était un vieil associé, cette nuit-là, El Mayo n'a pas rompu avec les Arellano. Cependant, l'incident a ouvert un front conflictuel avec El Chapo, nécessitant de nombreuses réunions pour tenter d'apaiser les tensions. En 1988, Ramon Arellano Félix a tué un ami proche de mon compère Chapo lors de la fête d'anniversaire de mon père. Il s'appelait Armando Lopez, surnommé El Rayo. Après l'assassinat, plusieurs réunions ont eu lieu à Mexico. Je n'étais pas présent, mais mon père et Amado Carrillo Fuentes y étaient. Ils sont allés à Mexico pour une rencontre. Mon père, Amado, mon compère Chapo, Héctor Salazar Palma, surnommé El Güero Palma, et les Arellano pour discuter de ce qui s'était passé. À cette époque, ils avaient cherché à faire la paix. Tout allait bien entre les Arellano et mon compère Chapo, qui vivait à Guadalajara quelques mois par an à cette période. Ils disaient que tout était en ordre avec Ramon Arellano. Malgré cette trêve apparente, la paix demeurera fragile et éphémère. El Chapo, profondément marqué par cet affront, nourrira silencieusement sa rancœur, attendant patiemment le moment idéal pour exercer sa vengeance. « 1989 marque un tournant décisif dans le monde souterrain. Miguel, le parrain tout-puissant, est finalement arrêté dans sa villa de Guadalajara, malgré son vaste réseau d'influence politique. Cette capture signe le début inévitable de la désintégration du cartel de Guadalajara. Peu après, Amado, lieutenant exceptionnellement compétent et favori pour succéder à la tête de l'organisation, tombe à son tour. Les autorités démantèlent sa compagnie aérienne, saisissent 6 avions, 2 propriétés et un important arsenal. L'enquête confirme officiellement ses liens avec les cartels colombiens dans le transport aérien de poudre blanche. Incarcéré au Reclusorio Sur, il partage sa cellule avec Miguel et Juan José Esperagoza Moreno, surnommé El Azul. Ce dernier est considéré comme un médiateur du monde souterrain, reconnu pour ses talents de négociateur et sa capacité à maintenir de bonnes relations avec tous. Grâce à son intelligence, il obtient ce qu'il veut sans prendre trop de risques. Contre toute attente, le séjour carcéral d'Amado s'avère étonnamment bref. À la stupéfaction générale, il est libéré après seulement quelques mois d'incarcération, faute de preuves suffisantes. Sans une hiérarchie claire, et avec chaque membre de l'organisation de Guadalajara gagnant en puissance de façon indépendante, le système et les règles qui régissent le trafic durant la décennie précédente ne pouvaient plus fonctionner. Il fallait accorder davantage d'autonomie à chacun pour maintenir l'ordre et préserver la paix. C'était l'idée fondamentale qui, en réalité, n'aurait jamais pu être viable à long terme. C'est dans ce contexte qu'une réunion historique se tient à Acapulco, station balnéaire très prisée à l'époque. Lors de cette rencontre, les anciens territoires du cartel de Guadalajara sont divisés. Chaque lieutenant reçoit le contrôle exclusif d'une zone spécifique appelée Plaza. Ce nouveau système impose une règle claire. Quiconque souhaite faire transiter sa marchandise à travers la plaza d'un autre doit s'acquitter d'une taxe auprès du contrôleur de ce territoire. Suite à la distribution des territoires, plusieurs zones stratégiques sont attribuées aux principaux acteurs de notre récit. Tijuana échoit à Jesus, dit El Chuy, qui, préférant l'ombre à la lumière, confie la gestion opérationnelle aux frères Arellano. Tecate, position frontalière adjacente à Tijuana, revient à El Chapo. San Luis Rio Colorado est placé sous l'autorité d'Héctor Palma. Juárez, corridor d'importance comparable à Tijuana, passe sous le contrôle de Rafael Aguilar Guajardo.
en étroite collaboration avec Amado. Enfin, Sinaloa, berceau historique de nombreux narcos, est attribué à El Mayo, associé à Baltasar Diaz, connu sous l'alias Don Balta. Depuis des années, El Mayo entretenait une collaboration étroite avec Baltasar Diaz, dit Don Balta, en supervisant leurs opérations communes. À cette époque, Don Balta était déjà considéré comme l'un des barons les plus influents du pays, ayant accumulé une fortune colossale, estimée à 500 millions de dollars. Les autorités mexicaines lui attribuaient non seulement le rôle de financier principal, mais aussi celui de conseiller stratégique au sein de l'organisation de Miguel. Suite à l'incarcération de ce dernier, il avait perdu une grande partie de ses capacités financières, un vide que Don Balta avait su combler en finançant les importantes cargaisons de coke qui continuaient d'affluer de Colombie. L'alliance entre El Mayo et Don Balta s'est manifestée de façon particulièrement significative lors du mariage de María Teresa, la fille d'El Mayo, avec Javier, le fils de Don Balta. Cette union familiale a scellé leur partenariat professionnel. El Mayo aurait même sollicité Benjamin Arellano Félix pour être le parrain de cette cérémonie, témoignant ainsi de l'importance de leur relation. Malheureusement pour Don Balta, son influence a été interrompue en 1991 lorsqu'il a été arrêté par les autorités. Il passera plusieurs années en détention, mais son héritage criminel perdurera à travers son fils Javier, qui continuera à travailler étroitement avec El Mayo malgré l'incarcération de son père. Même après la division des territoires, Mayo maintient stratégiquement sa résidence à Tijuana tout en renforçant ses liens avec les frères Arellano. Ces derniers, devenus les maîtres incontestés de cette plaza frontalière, constituaient des alliés essentiels pour ses opérations. Initialement, El Mayo s'appuyait entièrement sur la logistique des Arellano pour acheminer sa marchandise aux États-Unis, contre paiement d'une commission. Au fil du temps, il construisit sa propre infrastructure de transport dans le corridor de Tijuana, réduisant ainsi sa dépendance tout en maintenant des collaborations occasionnelles avec les frères. Ses investissements considérables dans cette région démontraient clairement l'importance stratégique qu'il accordait à ce point de passage frontalier. Tijuana devient véritablement sa base d'opération. Non content d'y installer sa femme légitime et ses enfants, dont Vicentillo, il y fait également venir sa maîtresse, Leticia. De cette relation naît, en mai 1990 à San Diego, un fils prénommé Sérafin. Pour renforcer ses liens avec les Arellano, El Mayo n'hésite pas à demander à Benjamin de devenir le parrain de baptême de ce nouveau-né. Ce compérage revêt une dimension purement pragmatique. À cette période, chaque chargement traversant Tijuana est soumis à une taxe, et El Mayo espère, par cette alliance familiale, obtenir des conditions plus avantageuses. Cependant, comme nous le verrons bientôt, les événements ne se déroulent pas selon ses attentes. La famille de Tijuana s'impose comme une force redoutable dans le monde souterrain grâce à une stratégie aussi brillante que terrifiante. Là où leurs concurrents recrutent dans les bas-fonds, les frères Arellano bouleversent les codes en transformant l'élite sociale en véritable machine de guerre. Dans les hauteurs de Tijuana, des villas luxueuses deviennent le théâtre d'un recrutement aussi subtil qu'efficace. À la tombée du jour, les fils de la bourgeoisie mexicaine affluent vers ces demeures où la musique pulse et le champagne coule à flot. Derrière ces façades festives se dissimule une toile patiemment tissée par El Chuy, conseiller dans l'ombre du cartel. C'est lui qui a suggéré aux frères de cibler précisément ses héritiers privilégiés. La stratégie est implacable. Plonger ces jeunes hommes dans un océan de poudre blanche et de plaisirs interdits, créant une dépendance qui les transforme en serviteurs dévoués de l'organisation. Ces jeunes privilégiés, appelés narcos juniors, débutent comme passeurs idéaux. Qui soupçonnerait ces étudiants élégants, conduisant des voitures de luxe, de transporter plusieurs kilos de coke entre Tijuana et San Diego ? Les Arellano découvrent rapidement que leur stratégie dépasse leurs attentes. Derrière l'apparence polissée de ces enfants de bonne famille se cache une soif insatiable de sensations fortes. Ces gosses de riches n'avaient peur de rien. Ils avaient grandi avec tout ce que l'argent pouvait acheter.
La seule chose qu'ils n'avaient jamais expérimentée, c'était l'adrénaline de tenir une vie entre leurs mains. Ils voyaient Ramon comme une figure mythique à imiter. Son caractère explosif, son imprévisibilité et sa violence sans limite incarnaient pour eux l'idéal du narco tout-puissant. Pour ces jeunes, le crime n'était pas une question de survie économique, mais un divertissement extrême, les conduisant à des comportements toujours plus aberrants. Des overdoses spectaculaires, aux exécutions gratuites pour tuer l'ennui. Ils exploitent la géographie unique de Tijuana pour créer un système d'impunité presque parfait. Le scénario est d'une précision chirurgicale. Après une exécution en territoire mexicain, les jeunes tueurs se dirigent vers le poste frontière dans leur voiture luxueuse. Passeport américain en main, sourire confiant aux lèvres, ils traversent vers San Diego. En quelques minutes, ils sont hors d'atteinte de la justice mexicaine, et leur réputation attire toujours plus de recrues assoiffés d'argent facile et d'émotions fortes. Rappelez-vous d'El Kitty. Contrairement au narco traditionnel, vous ne verrez ni bottes en peau d'alligator, ni chaîne en or massif sur lui. Avec sa chemise bien repassée, El Kitty ressemble plus à un comptable qu'à un seigneur de guerre. Vous pouviez le croiser dans un restaurant chic sans jamais soupçonner que cet homme avait ordonné de nombreuses exécutions. Grâce à son excellent travail dans le transport et la distribution, El Kitty a développé une forte amitié avec Ramon, au point de devenir un lieutenant essentiel parmi les narcos juniors. Cette cellule n'était pas qu'une simple force d'exécution, elle siégeait également au conseil des chefs du groupe de Tijuana. Elle fonctionnait comme le véritable bras armé de l'organisation, recevant directement ses instructions pour mener à bien les missions. Au sein de ce conseil des chefs, on discutait de ce qui se passait et surtout, on notait ceux qui ne payaient pas leurs taxes correctement. Les frères savaient qu'El Mayo utilisait les itinéraires pour faire transiter sa marchandise à travers le corridor de Tijuana sans payer ce qu'il fallait. Ils donnaient des comptes précis et voyaient la dette s'accumuler, mais préféraient encore faire preuve de patience pour préserver leur relation de longue date. Ramon souhaitait éliminer El Mayo sans plus attendre, mais Benjamin s'y opposait, arguant qu'une telle action provoquerait une rupture définitive avec leurs autres alliés de Sinaloa. Selon une déclaration ultérieure de Benjamin, il considérait Mayo comme un petit chaton inoffensif. Cependant, il ne pouvait pas dire la même chose d'un autre homme qui lui piétinait dessus comme un véritable casse-tête, El Chapo. Après la réunion à Acapulco pour répartir les territoires et opérer en paix, certains n'étaient pas vraiment satisfaits de leur attribution qu'ils jugeaient injuste. El Chapo s'était vu attribuer Tecate, qui, comparé à Tijuana, ressemblait davantage à un village. Les hommes de Tijuana avaient hérité d'une véritable mine d'or, avec un avantage compétitif considérable grâce à des routes établies jusqu'à Los Angeles, tandis que Tecate donnait principalement sur un désert. De plus, selon les nouvelles règles, El Chapo ne pouvait plus utiliser le corridor de Tijuana sans payer une taxe, alors même qu'il y avait installé ses propres structures logistiques depuis un certain temps. Son groupe était également en train de construire un nouveau tunnel passant sous cette frontière, avec les plans et les chantiers déjà bien engagés. N'oublions pas qu'El Chapo nourrissait une haine profonde envers les frères Arellano depuis la liquidation de son ami El Rayo lors d'une fête à Tijuana. El Chapo tenait également Miguel pour responsable d'avoir accordé l'impunité aux frères Arellano après cette élimination. Ces derniers étaient manifestement les favoris de Miguel et bénéficiaient de privilèges considérables dans la restructuration du groupe. Tant que Miguel dirigeait l'organisation de Guadalajara, un certain ordre prévalait et les conflits étaient rapidement apaisés. Mais avec le patron emprisonné, personne ne pouvait plus contrôler El Chapo. De plus, il n'agissait pas seul. Il collaborait étroitement avec son partenaire Héctor Palma, qui s'était lui aussi vu attribuer une plaza située plus à l'est. En d'autres mots, le duo est déjà en compétition avec le groupe de Tijuana pour le contrôle du trafic de stupes vers les États-Unis, sur cette côte nord-ouest. La montée en notoriété d'anciens opérateurs de bas niveau comme El Chapo et Héctor ne peut pas être ignorée.
Les frères Arellano parviennent à infiltrer un Vénézuélien, Rafael Claver Moreno, pour porter un coup à leurs rivaux. Le plan est aussi simple que pervers. D'abord, Rafael se rapproche de la sœur de Héctor pour gagner sa confiance et surtout celle de l'organisation. Puis il exécute l'autre partie du plan qui demande plus de temps. Il séduit Guadalupe, l'épouse d'Héctor, la fait tomber amoureuse et la manipule jusqu'à la convaincre de s'enfuir avec lui aux États-Unis, emmenant avec elle les 2 jeunes enfants qu'elle avait eus avec Héctor, âgés respectivement de 4 et 5 ans. Tel un couple amoureux secret, ils se rendent ensuite à San Francisco où la femme retire plusieurs millions de dollars d'un compte bancaire appartenant à son mari. Mais ce qui doit être une nouvelle vie se transforme en cauchemar. Quelques semaines après leur disparition, Héctor reçoit un colis glacial, une boîte contenant la tête décapitée de sa femme. L'horreur ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, un second colis arrive. Une vidéo montrant ces 2 enfants jetés du haut d'un pont au Venezuela, filmés lors de leur chute mortelle. Rafael a filmé cet acte innommable, brisant non seulement le code d'honneur des cartels qui protégeaient les familles, mais aussi le dernier fragment d'humanité d'Héctor qui ne sera plus jamais le même. Rafael est arrêté peu de temps après au Venezuela, où il connaîtra une exécution impitoyable en prison. Œil pour œil, tous ses enfants seront également liquidés. En mémoire de sa famille, Héctor construira un mausolée dans le cimetière de Culiacán, dont le coût s'élèvera à environ un demi-million de dollars. Bien que l'infiltration soit généralement attribuée aux frères Arellano, l'ordre aurait en fait été donné par le parrain Miguel pour se venger d'Héctor. Ce dernier aurait commencé à mener des opérations de trafic indépendantes, détournant des clients de Miguel. Cette ascension autonome n'était pas tolérée. Il fallait lui enseigner le respect de la hiérarchie. Le présumé bras droit d'El Chapo, à cette époque, El Gordo, confirme également cette version, témoignant que le conflit avec les Arellano aurait éclaté après l'exécution de la famille d'Héctor, directement ordonnée par Miguel. Quoi qu'il en soit, comme nous le verrons plus tard, qu'il s'agisse des frères de Tijuana ou de Miguel lui-même, tous finissent par figurer sur leur liste noire. D'abord, la liquidation de l'ami d'El Chapo, puis celle de la famille d'Héctor, la haine s'est intensifiée progressivement. C'est finalement en 1991 que le nouveau système des plazas établi a commencé à s'effondrer. Une fois les territoires attribués, personne n'a respecté ce système et chacun a commencé à opérer dans les zones des autres. D'après le témoignage du frère Del Mayo, c'est durant cette année qu'El Chapo a enfreint les accords territoriaux en faisant passer ses cargaisons par Tijuana sans l'autorisation des frères Arellano, déclenchant ainsi le conflit. Hors de Tijuana, le pouvoir de Mayo se limite essentiellement à son fief de Sinaloa. La géographie lui impose une réalité incontournable. Pour acheminer sa marchandise vers le nord, il doit nouer des alliances stratégiques avec ceux qui contrôlent les points de passage frontaliers. Cette contrainte, combinée à son refus catégorique de payer la taxe de passage imposée par les Arellano, le rapproche naturellement de Chapo et Héctor, qui travaillent aussi avec Amado, tout en préservant leur autonomie. Quant aux frères Arellano, El Mayo navigue en eau trouble. Il a besoin de maintenir des relations cordiales avec eux, ayant investi considérablement dans des infrastructures sur leur territoire. Abandonner ces investissements aurait été une perte sèche, mais la tension monte inexorablement. Contrairement à la guerre ouverte qui oppose déjà les Arellano et El Chapo, Mayo tente encore de préserver un fragile équilibre. L'été 1991 marque un tournant. Les rues de Tijuana et Culiacán se transforment en cimetières à ciel ouvert et les saisies de drogue se multiplient, attirant une attention médiatique et policière néfaste pour les affaires. La situation devient intenable, rendant un dialogue entre les factions rivales indispensable. Les frères Arellano, conscients des liens qui unissent El Chapo et El Mayo, font un geste diplomatique. Benjamin sollicite Mayo pour organiser une rencontre à 3, espérant trouver un terrain d'entente avec El Chapo. La réunion se tient à Culiacán, dans l'état de Sinaloa.
Seuls les 3 hommes y participent, leurs gardes respectives formant un périmètre de sécurité autour de la résidence. À l'issue de cette rencontre, Benjamin annonce que les canaux de communication sont rétablis et que la situation est sous contrôle. Il donne des instructions claires à ses hommes. Éviter toute action susceptible de raviver les tensions avec le groupe d'El Chapo. Pourtant, malgré ses apparentes résolutions pacifiques, El Chapo reprend rapidement ses opérations dans le corridor de Tijuana. Plus provocateur encore, il intensifie ses efforts pour corrompre les autorités locales, ce qui conduit à plusieurs saisies de cargaisons appartenant aux frères Arellano. Au milieu de ce conflit qui ne cesse de s'intensifier, El Mayo se retrouve dans une position délicate, contraint de faire un choix stratégique entre les 2 factions rivales. Vicentillo prend la parole. En 1991, j'étudiais dans la ville de Tijuana. J'étais en première année de lycée, j'avais 15 ans. Un jour, en sortant de chez moi, j'allais chercher ma petite amie, qui est maintenant ma femme. Elle vivait à Los Angeles. Quand je suis sorti de chez moi, à environ 6 pâtés de maison, une camionnette, un fourgon fermé, m'a bloqué la route. Une personne est descendue qui voulait ouvrir ma portière et m'a ordonné en criant de descendre. J'ai verrouillé la porte et accéléré. Et quand j'ai démarré, j'ai entendu un coup de feu et j'ai vu que la vitre de ma voiture s'était brisée, ou fissurée, parce que la voiture dans laquelle je me trouvais était blindée. 15 jours auparavant, mon père m'avait envoyé la voiture et m'avait fait dire de ne pas sortir si je n'étais pas dans cette voiture. El Mayo pressentait qu'un danger planait, d'autant plus que plusieurs de ses associés ont été récemment éliminés. Son fils Vicentillo affirme avoir reconnu la voix de Ramon sur la radio du tireur lors de la tentative de liquidation. Informé de l'incident, El Mayo contacte immédiatement Ramon pour obtenir des explications. Comme on pouvait s'y attendre, ce dernier nie catégoriquement toute implication. Le temps passe et la situation devient critique pour El Mayo. Benjamin exige non seulement sa loyauté, mais réclame également plus de 20 millions de dollars qu'il considère comme dus. Les frères Arellano ont méticuleusement comptabilisé ses profits et calculé ce que Mayo leur devait au titre de droit de passage. Les Arellano géraient la frontière comme s'il s'agissait de leur propriété privée. Mayo savait qu'en refusant de payer, il risquait d'avoir un prix sur sa tête. Au début de l'année 1992, il décide donc de déplacer ses 2 familles à Culiacán, à Sinaloa, où il se sentait plus en sécurité. Cette rupture avec Tijuana a conduit El Mayo à se replier davantage auprès de son autre compadre, El Chapo, déjà accompagné d'Hector. El Azul deviendra également un membre essentiel du groupe de Sinaloa. Quelques mois plus tard, des explosions auront lieu devant 2 résidences à Culiacán, une appartenant à El Chapo et l'autre à El Mayo. Dans le cas d'El Mayo, une voiture piégée explose juste devant la fête d'anniversaire de son fils, Serafín. Sa mère affirme que l'attaque a été orchestrée par les frères Arellano. Lors d'une audience ultérieure devant le tribunal, elle témoignera que l'auteur présumé était le même homme qui avait été le parrain de son fils. À partir de ce jour, nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. Les mêmes hommes qui, peu de temps auparavant, s'étaient tenus aux côtés de nos enfants à l'église et avaient promis de les élever en bons catholiques, essayaient maintenant de les éliminer. Cette lutte territoriale nuisait à la réputation des frères Arellano à Tijuana. Selon le témoignage du lieutenant El Kitty, une seconde rencontre diplomatique a été organisée pour tenter d'apaiser les tensions croissantes. Alors que Benjamin s'apprête à s'y rendre, son frère Ramon l'informe avoir reçu des informations alarmantes. El Chapo planifie de liquider Benjamin pendant ce déplacement. Cette révélation est décisive. Dès lors, Ramon développe une obsession envers El Chapo, jurant de l'éliminer avant que celui-ci ne les détruise. Les frères Arellano se sentent tellement puissants qu'ils commencent non seulement à augmenter cette soi-disant commission, pour quiconque utilise leur corridor, mais étendent également leur territoire pour s'emparer de plus de zones le long du Pacifique. Mais pendant que les frères se croient intouchables, un autre compte reste à régler. Septembre 1992, 9 personnes sont enlevées à des endroits différents, avec la complicité de membres corrompus de la police judiciaire.
elles ont toutes un point commun, leur lien de parenté ou d'amitié avec Miguel Félix Gallardo, emprisonné. Parmi les victimes figurent 4 membres de sa famille, des amis proches et même des avocats travaillant pour lui. Quelques heures plus tard, les 9 cadavres sont retrouvés sur une autoroute du sud du Mexique. Les mains attachées dans le dos, les traces de torture sont évidentes. L'opération est attribuée à Héctor Palma, agissant avec son ami El Chapo, non seulement pour se venger, mais aussi pour envoyer un message clair à l'ancien boss. Son temps est révolu. Il est intéressant de noter que Miguel, qui restera emprisonné pendant des décennies, a précisé dans une lettre écrite en 2009 à un journaliste qu'il n'avait jamais ordonné l'élimination de la famille d'Héctor Palma. Il a également démenti tout lien de parenté avec les frères Arellano Félix, contrairement aux informations largement diffusées dans la presse qui le présentaient comme leur oncle. Quelle que soit la vérité, le groupe de Sinaloa n'en est qu'à ses débuts. Et si les frères Arellano Félix se croient invincibles dans leur forteresse de Tijuana, ils ignorent encore que cette guerre, désormais inévitable, finira par les consumer, eux aussi.